L'oncologue et épidémiologiste Lennart Ardel étudie le lien entre les micro-ondes du GSM et les tumeurs du cerveau. Pour lui, les enfants sont plus à risque de développer des tumeurs que les adultes. Nous sommes très inquiets pour les enfants parce qu'ils ont une longue espérance de vie. S'il y a une atteinte quelconque, ils courent plus de risques d'avoir une tumeur. L'autre facteur, c'est que leur cerveau en développement est plus sensible aux micro-ondes que le cerveau des adultes qui est déjà développé. Voici le cerveau d'un enfant de 5 ans et celui d'un adulte. Le cerveau de l'enfant a une boîte crânienne plus mince et un volume plus petit que l'adulte. Pour cette raison, les ondes du GSM pénètrent avec plus d'intensité et vont plus loin dans le cerveau. Les cellules du cerveau de l'enfant sont également en plein développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour toutes ces raisons, ce que le docteur Ardel découvre chez les adultes l'inquiète très fort pour les enfants. Quand nous faisons une analyse fine de notre grande étude qui concerne plus de 2000 patients, nous voyons clairement qu'il y a un plus grand risque pour les personnes qui ont commencé à l'utiliser avant l'âge de 20 ans. Sa plus récente étude démontre que les gens habitant à la campagne ont un plus grand risque de développer des tumeurs du cerveau qu'en milieu urbain. La raison en est simple. Les antennes émettrices sont plus rares dans les zones rurales. Le GSM doit donc émettre un signal jusqu'à 10 fois plus puissant pour rejoindre l'antenne la plus proche. Après 5 ans d'utilisation, le risque d'avoir une tumeur au cerveau augmente de 3 à 4 fois pour ceux qui habitent à la campagne. C'est très élevé. C'est assez élevé. C'est difficile de l'expliquer par d'autres facteurs que celui du GSM. Nous avons examiné plusieurs facteurs. Nous avons ajusté les résultats pour le type de travail, que ce soit col bleu ou col blanc. Nous avons examiné l'exposition aux pesticides, aux solvants et à la cigarette. On pourrait croire que c'est un problème de pesticides en milieu rural, mais nos résultats ne démontrent pas que c'est un facteur de risque. La tumeur dont parle le docteur Ardel est le neurinome acoustique. C'est une tumeur bénigne, mais qui écrase le nerf auditif. Ici, nous pouvons voir la large tumeur qui est directement sur le nerf auditif. Ici, c'est l'oreille et vous tenez le téléphone dans cette position. Ici, vous avez l'entrée du canal auditif vers le cerveau, alors les micro-ondes peuvent pénétrer plus facilement par ici. Donc nous croyons que cette tumeur est une sorte de marqueur, une tumeur cible pour ce genre de risque. Les premiers symptômes sont principalement des acouphènes, en langage courant des sifflements, parce qu'il y a une compression du nerf auditif. Et graduellement, on devient sourd de cette oreille. Le docteur Ardel n'est pas le seul à faire cette découverte. C'est la 4e étude récente qui démontre un lien entre le neurinome acoustique et le GSM. Il a également démontré dans la même étude un risque de développer une tumeur maligne, le gliome. Le gliome malin est l'un des plus invasifs. La survie après le diagnostic n'est que de 6 mois à 1 an. C'est une très mauvaise tumeur. Dans votre dernière étude sur l'utilisation du GSM en milieu rural, quel était le risque de développer une telle tumeur ? Après 5 années d'utilisation, il y a 4 fois plus de risques de développer cette tumeur. Tous ces résultats chez les adultes apparaissent à la suite d'une exposition prolongée aux micro-ondes. Chez les enfants, il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact. Une chose est certaine, ils s'exposeront toute leur vie à ces ondes. À quelques 500 km d'Örebro se trouve la vieille cité universitaire de Lund.
Le docteur Leif Selfort est responsable du département de neurochirurgie de l'hôpital universitaire. Comme je l'ai déjà dit au Parlement européen, c'est la plus vaste expérience biologique au monde. Un quart de la population mondiale sont les cobayes, gratuits. Ils appuient sur ce petit ustensile, s'envoient plein de micro-ondes et brassent leur cerveau. Et l'autre 3/4 de l'humanité sert de groupe de contrôle. Enfin, pas exactement, puisqu'ils en reçoivent également. Mais bon, nous sommes dans une situation où 2 milliards de personnes ont un GSM. Si vous voulez faire des études, il faut faire vite, parce que bientôt, tout le monde en aura un, et personne ne se souviendra de ce que c'était avant de les avoir. Avec 5 de ses acolytes, des biophysiciens et des ingénieurs, il se penche sur la question du vieillissement prématuré du cerveau causé par les micro-ondes. Ils ont exposé des rats à des ondes dont la puissance est équivalente ou plus faible que celle du GSM. Ils ont découvert que ces micro-ondes affectent la barrière qui empêche le sang de pénétrer dans le cerveau. Sous l'effet des micro-ondes, la barrière hémato-encéphalique laisserait franchir une protéine indésirable contenue dans le sang, l'albumine. L'albumine devient alors un fardeau pour les cellules qui doivent l'éliminer. Ici, nous avons le cerveau d'un rat qui a été exposé aux micro-ondes. Et vous voyez ici qu'il y a des fuites autour des vaisseaux sanguins du cerveau. Tous ces vaisseaux laissent pénétrer l'albumine dans les tissus avoisinants. Ce n'est pas le cas dans tous les animaux. La moitié des animaux exposés ont développé ces fuites. Pour des raisons inexpliquées, cet effet se produit à faible puissance et varie selon la distance. Par exemple, cette barrière dans le cerveau s'ouvre au maximum lorsqu'on est à 2 mètres du téléphone, ou bien lorsqu'on est environ à 200 mètres d'une antenne émettrice. Même ceux qui n'ont pas de GSM risquent d'être affectés. Ce sont des effets subtils, des effets que l'on appelle non thermiques, puisqu'ils se produisent à des niveaux d'énergie qui ne réchauffent pas les tissus du cerveau. De quel risque parlez-vous? Est-ce qu'il y a des pathologies qui y sont reliées? C'est bien sûr une question difficile. Qu'est-ce qui peut arriver? Je dirais que les maladies dégénératives du cerveau sont à prévoir si vous surmenez vos neurones ou vous les détruisez. Mais il peut aussi y avoir des maladies auto-immunes quand des substances indésirables traversent la barrière hémato-encéphalique. Ça, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Son étude démontre aussi que l'exposition aux micro-ondes a un effet direct sur les neurones. Ils forment ces taches que l'on nomme des neurones sombres, souvent associées à la maladie d'Alzheimer. Nous pouvons voir qu'après une exposition de 2 heures pendant 50 jours sur des animaux qui ont un âge comparable aux adolescents, soit entre 10 et 20 ans, eh bien on voit un nombre significatif de neurones en mauvais état. On les appelle les neurones sombres. Selon le docteur Selford, ce qui arrive chez le rat pourrait bien se produire chez l'humain, car les deux ont pratiquement la même physiologie. Il y a toute une génération de jeunes qui ont débuté tôt et qui utilisent le GSM quotidiennement et les autres équipements électroniques qui émettent les fréquences radio. Ils auront peut-être des problèmes une fois dans la quarantaine. Stockholm, la capitale de la Suède. Igor Belayev est généticien et biophysicien à l'université de Stockholm. Il étudie l'impact des micro-ondes sur le système immunitaire. Il a découvert qu'à une puissance encore plus faible que celle du GSM, les lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs, sont endommagés. Il a exposé des globules blancs du sang à de très faibles doses de micro-ondes provenant d'un GSM. Sous le microscope, des cercles bleus représentent le matériel génétique d'un seul globule blanc. À l'intérieur de ce matériel, il a observé des points lumineux, des bris dans le matériel génétique. Ce dommage génétique n'est pas causé directement par les micro-ondes.
Ces dernières ont plutôt affecté les protéines responsables de réparer les dommages. Nous constatons que les micro-ondes bloquent la formation des protéines qui constituent le système d'entretien du matériel génétique. Le système immunitaire des jeunes est en développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Des dommages génétiques qui affaiblissent le système immunitaire rendraient les jeunes plus vulnérables aux maladies. La science nous démontre qu'il y a peut-être des risques. Donc soyez prudents, réduisez l'utilisation du GSM et ne le donnez pas aux enfants. Si vous devez leur en procurer un, il ne devrait être utilisé que pour des situations d'urgence, pour des situations exceptionnelles. Je dis à tout le monde en Suède d'utiliser le téléphone avec fil, pas le sans fil domestique, le téléphone standard avec fil. Et si vous devez absolument utiliser un GSM, faites-le pour une courte période. Je vais à présent vous montrer la chambre à coucher. J'ai fabriqué une cage de Faraday autour du lit. Et vous allez voir, la lampe s'éteint. Donc il n'y a plus aucun rayonnement. Si vous ne vous protégez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'attrape ce qu'on appelle les symptômes du syndrome des micro-ondes. Ça va des nausées aux maux de tête, palpitations cardiaques, des irritations sur la peau, les yeux qui piquent. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, on est dans la véranda qui n'est pas du tout protégée. La maladie et ses comportements peuvent faire sourire. Pourtant, au-delà des cas extrêmes, de plus en plus de gens se plaignent des conséquences néfastes des ondes sur leur santé. On va bientôt découvrir. Un coupable, selon eux, l'antenne relais. Et voilà, on a découvert un beau jour au matin, 32 mètres, et sans aucun permis de bâtir, installé de nuit. Et c'est suite à la rencontre d'autres voisins, de riverains, on s'est dit, tiens, mais vraiment, on commence à avoir des troubles un peu étonnants. On n'avait pas ce genre de problème dans le passé. On a des maux de tête le matin, on se réveille la nuit, plus moyen de se rendormir. En général, le réveil, c'est entre 2 et 4 heures du matin. Et puis, la nuit est vraiment très pénible, en ce sens que le sommeil n'est plus jamais réparateur. Insomnie, maux de tête, les plaintes seraient donc légion. Pour se faire une idée plus précise de la situation, nous nous rendons dans la pharmacie du quartier. Bon, on vend beaucoup de produits pour dormir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qui ne dorment pas bien. Ils ne cherchent pas, en fait, ils mettent ça sur le compte de l'âge, éventuellement de petits bobos divers. Bon, ils ne font pas la relation. Et puis finalement, quand on regarde, on se rend compte qu'ils me disent jusqu'il y a 4-5 ans, je dormais sans problème, je me mettais dans mon lit, je m'endormais tout de suite, mais bon, depuis un moment, je ne dors plus. Et quand on regarde, ça correspond justement au moment où on a posé l'antenne. Pour vous, c'est évident, c'est lié à l'antenne? Évident, non, il n'y a pas de preuve évidente, mais enfin, il y a quand même une coïncidence curieuse. Bon, Véritable trouble de la santé ou simple effet psychosomatique, les habitants du quartier ont fait appel à Benoît Loup, expert scientifique en environnement électromagnétique, pour tenter d'en savoir plus sur leurs problèmes. À l'aide de ces instruments de mesure, l'expert fait tout d'abord le point sur le rayonnement de cette antenne. Très bien, ici sur l'appareil de mesure, et on mesure à cet endroit-ci, donc on est à peu près à 40 mètres de l'antenne. Elle rayonne principalement au-dessus, en face, et contrairement à ce que les organismes officiels ou les opérateurs ont tendance à dire, elle rayonne également en dessous. Il y a un rayonnement oscillant tout autour du lobe principal de ce rayonnement en face de l'antenne, qui donne une zone également d'exposition des populations tout autour. Mais y a-t-il véritablement un danger pour notre santé? Le laboratoire d'hyperfréquence de l'UCL planche actuellement sur la question. André van der Vorst a fondé ce laboratoire. C'est l'un des plus éminents spécialistes dans le domaine, un expert également reconnu pour son indépendance. Les fréquences micro-ondes, ça couvre un très grand spectre de fréquences. Et il y a deux types d'effets. Les uns sont les effets thermiques. L'effet thermique est bien connu, on connaît ça depuis 80 ans, peut-être, oui, probablement. Et donc ça consiste à chauffer. C'est évidemment le même mécanisme que ce qui se produit dans un four, dit micro-ondes, mais à un niveau de puissance beaucoup plus bas lorsqu'il s'agit d'antennes de télévision, d'antennes de GSM, etc. Alors il y a une autre catégorie d'effets, ceux-là c'est un mètre au pluriel,
qu'on appelle un peu malheureusement les effets non thermiques, ce qui veut simplement dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Le vrai problème tourne donc principalement autour des effets non thermiques. C'est ici, dans les sous-sols de l'UCL, qu'André van der Vorst et un de ses collègues tentent de déterminer ces effets. Ils mènent depuis près de 6 ans la plus grande expérience jamais menée au monde sur des rats. Le premier volet de cette étude porte sur la capacité de mémoire des rats soumis aux fréquences micro-ondes. L'exposition est longue, mais de faible intensité. Notre expert a toujours été plutôt sceptique. Pourtant, ses premières conclusions sont alarmantes. Ce type d'exposition sur les rats, à la manière dont nous l'avons mesuré, affecte la mémoire des rats. Et donc, la tentation est grande de se dire qu'elle affecte, d'une manière qu'on ne connaît pas de la même manière, les capacités de mémoire d'un être humain aussi. Plus inquiétant encore, le second volet de l'expérience. Plus d'une centaine de rats ont été exposés 2 heures par jour pendant 70% de leur vie. Ils ont ensuite été soumis à de multiples examens médicaux. Les résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une publication scientifique. Notre spécialiste parle donc à demi-mot. Toutefois, ses craintes sont plus que palpables. Effectivement, les résultats que nous sommes en train d'analyser et qui sont à confirmer et surtout à vérifier, ces résultats m'inclinent à penser qu'il faut être encore plus prudent que je ne le croyais en commençant cette étude. Ce principe de grande prudence s'appuie également sur bon nombre d'études interpellantes. Parmi elles, l'étude réflexe menée par l'Union européenne. L'étude prouve que les champs électromagnétiques générés par les téléphones portables provoquent des ruptures de l'ADN et augmentent les aberrations chromosomiques. Sur PubMed, un site internet reprenant les plus grandes études mondiales, le Suédois Johansson conclut à l'existence de diverses altérations dermatologiques des personnes électrosensibles. Toujours sur ce site, l'étude de Hardel démontre que l'usage du GSM augmente le risque de tumeurs du cerveau, principalement le neurinome acoustique et les tumeurs malignes du cerveau. Pourtant, le lobby des opérateurs et des constructeurs de téléphones portables ne reconnaît pas la validité de ces différentes études et expose de son côté autant d'études démontrant l'innocuité de ces fréquences. Lors de ce colloque européen qui aborde les rapports entre la téléphonie mobile et la santé, le discours est lénifiant. Les débats sont inexistants et pour cause, l'auditoire est entièrement voué à la cause de l'industrie. Face au rouleau compresseur de l'industrie, quelques irréductibles Gaulois. Jean-Claude Guillemot est bio-ingénieur. Il a créé un site qui compile différentes études scientifiques qui tendent à démontrer les effets néfastes des antennes relais qu'on subit selon lui sans avoir le choix. Que l'on vous mette demain une antenne GSM sous votre fenêtre. Moi, je compare ça à, je dirais, un pot d'échappement qu'on viendrait brancher sur la ventilation de votre maison. Vous avez choisi de vivre dans un endroit sain et du jour au lendemain, quelque chose se passe dans votre environnement qui change radicalement les données. Le message des autorités belges est sans équivoque et se veut très rassurant. Toutes les études reconnues réalisées selon les règles de l'art confirment que le champ électromagnétique émis par un téléphone mobile n'entraîne aucun danger pour la santé. La crainte que le fait d'habiter ou de travailler à proximité d'une station de base GSM entraîne des dangers pour la santé n'est pas scientifiquement fondée. Ici à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer, on collecte et analyse les études scientifiques, base principale pour l'élaboration des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les normes belges s'inspirent de ces recommandations. Mais ces normes ne tiennent compte que des effets thermiques. Les effets biologiques et leurs éventuelles conséquences néfastes à long terme sur la santé seraient-elles écartées, voire niées? Elisabeth Cardis dirige la section rayonnement du Centre international de recherche sur le cancer. On n'a pour l'instant pas d'informations scientifiques qui montrent qu'il y a un effet. Il est difficile d'établir des normes en l'absence des faits.
ou en absence d'effet démontré. Donc jusqu'à présent, les normes étaient basées sur les effets thermiques. Si il est avéré que les téléphones portables peuvent augmenter le risque de cancer ou d'autres pathologies, il est évident que cette information-là sera utilisée pour une révision des normes. Est-ce qu'on ne devrait toutefois pas être plus prudent? Mais les études publiées jusqu'à présent sont généralement négatives, donc ne mettent pas en évidence de risques bien démontrés, disons. Bien qu'il y ait quelques études qui semblent indiquer peut-être une augmentation d'un phénomène ou d'un autre, mais disons que pour l'instant, c'est pas très cohérent. Et je crois qu'il faut vraiment attendre le résultat des études qui sont en cours actuellement. À l'heure actuelle, les études seraient donc globalement négatives. Mais attention, l'OMS oublie de nous signaler que la grosse majorité de ces mêmes recherches, qui débouchent sur l'inexistence d'effets, sont financées par l'industrie. L'étude publiée l'année dernière par US démontre très clairement le lien entre les résultats obtenus et la source de financement. Et c'est tout de même assez frappant de constater que des études financées par le milieu industriel produisent moins de résultats positifs que des études financées par, disons, les pouvoirs publics en général. C'est une étude intéressante. Je crois que c'est un débat qui existe depuis très très longtemps, de savoir si les industriels, enfin si les résultats financés par l'industrie peuvent être indépendants ou pas. Nous, c'est vrai que quand on a démarré l'étude Interphone, on a eu un financement de l'industrie, mais on a passé 1 an et demi ou 2 ans à monter un pare-feu avant de recevoir quelques financements que ce soit, pour être sûr de garantir l'indépendance de l'étude. Cette fois, le cirque nous promet une étude indépendante. Mais il faut attendre et attendre encore. Ah, vous voyez comme elle est. Elle est juste en face de ma maison, hein. La face de l'antenne, là. Pendant ce temps, certains continuent de souffrir, comme Ernest Martin, qui habite à Saint-Marc, près de Namur. Les antennes relais qui bardent les châteaux d'eau, il faut bien s'imaginer que ces antennes relais, elles émettent dans un sens dominant vers l'extérieur du château d'eau, mais il y a des lobes qui viennent à émettre à l'intérieur du château d'eau, avec de l'eau qui est stockée dans ce château d'eau. On peut clairement comprendre que l'eau qui est utilisée par la population et qui provient du château d'eau bardé d'antennes relais, c'est pas spécialement une bonne idée d'en consommer. Ça devrait être interdit. Vous avez vos pieds qui brûlent, vos jambes, vos mains, vos bras, vos cuisses, vos yeux qui piquent et vos oreilles qui soufflent. C'est une pauvre vivre. Il faut le savoir. C'est pas ça le figurer. Face à cet immobilisme, Ernest Martin a demandé l'aide d'un avocat afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Pour la première fois en Belgique, le procès devra statuer sur le problème de la santé. Les arguments de son avocat sont sans équivoque. Le principe de précaution est bafoué. C'est toujours ça la controverse, hein, c'est que on ne démontre pas qu'il y a une incidence, mais on ne démontre pas non plus qu'il n'y en a pas. Alors c'est vrai que les autorités administratives, elles pourraient toujours décider de refuser de donner des autorisations, tout simplement en se disant, tant que nous n'avons pas des études qui nous permettent de démontrer que c'est sans incidence, on ne prend pas le risque de délivrer ce type d'autorisation. C'est vrai que quand on invoque le principe de précaution, on se dit s'il y a une éventuelle répercussion sur la santé publique, le doute devrait plutôt aller en faveur du refus plutôt que de l'autorisation. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir pour eux? Il y a de la place autre part, hein, pour te mettre ça. Mais ça leur coûte meilleur marché. Pourtant, des solutions existeraient. Benoît Loup rencontre à Londres un couple d'industriels américains. Les époux Bach ont acheté le brevet d'un système qui annihilerait les effets néfastes des basses fréquences. Ils l'ont ensuite intégré dans une batterie de portable. Cette technologie est révolutionnaire et pourtant, elle n'a jamais intéressé les constructeurs de portables. Il est difficile pour l'industrie du portable d'aborder vraiment les problèmes de la santé. Ils pensent, et ils sont sans doute conseillés par leurs avocats, qu'ils seraient poursuivis en justice, parce que le plaignant dirait « Pourquoi négociez-vous avec cette compagnie à propos de la sécurité des GSM, alors qu'en même temps, vous rejetez le fait qu'il pourrait y avoir un lien ?» Ce serait une faiblesse lors d'un procès.
Si vous ne prêtez pas attention aux champs électromagnétiques qui représentent la plus grande pollution à laquelle nous sommes exposés, nous aurons un grave problème. Même si vous dites que seulement 20% de la population souffrira des champs électromagnétiques, parce que seulement une personne sur 5 aurait un système immunitaire sensible aux champs électromagnétiques, cela signifie que 20% de la population mondiale sera touchée. Parce que tout le monde a un téléphone portable. C'est un chiffre énorme. Nous parlons donc ici d'un véritable problème de santé publique. D'autres prennent ce problème de santé publique très au sérieux. À Paris, nous avons rencontré Pierre Leruse, un spécialiste des ondes électromagnétiques. Il travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine, notamment avec l'armée française. Bien avant l'arrivée des portables, cet expert mettait en évidence des dangers pour notre santé. Pour lui, un nouvel argument milite aujourd'hui dans ce sens. Si on prend le cas des assurances, qu'est-ce qu'ont fait les assurances? En particulier la réassurance suisse, la Lloyd et puis AXA. Ils ont fait leur propre enquête. Il n'y a pas qu'eux qui ont fait leur propre enquête. Il y a aussi les investisseurs qui ont fait leur propre enquête. Et de ces enquêtes, on dégageait quoi? Que le risque était tel que les assureurs ne veulent pas assurer. Vous n'avez qu'à regarder dans les assurances, les exclusions, c'est bien marqué, excepté les effets des champs électromagnétiques. Elles craignent que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y ait une épidémie de cancer? Non seulement elles craignent, mais le disent clairement, les procédures pourraient être létales aux assurances. C'est clair, c'est net dans leurs analyses. Là où les assurances appliquent le principe de précaution, les pouvoirs publics, eux, restent les bras croisés. Il a fallu des décennies et des décennies pour faire admettre au lobby de l'amiante sa dangerosité. Conséquence, des dizaines de milliers de morts. Alors, avec le GSM, va-t-on revivre le même scénario tragique? Cette fois encore, des chercheurs et scientifiques indépendants sonnent l'alarme et les fabricants jurent mordicus que c'est sans danger. Alors, faudra-t-il encore attendre une catastrophe sanitaire mondiale pour les départager ?